poursuivre cette discussion en plateau, cette fois avec Jean-Jacques Oana, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Bonjour et bienvenue Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Crise de confiance, crise de change, crise de la dette souveraine, ici et là. Comment est-ce qu'il faut réfléchir à cette mécanique? Parce que oui, l'exemple britannique est spectaculaire, exacerbé, mais d'autres pays sont sous pression. Le cas britannique n'est pas unique aujourd'hui dans le monde, loin de là. Comment ça se passe, une crise de confiance, et comment on en sort? En fait, on est en train, à travers de cet événement de marché, de redécouvrir les fondamentaux. Et les fondamentaux économiques, on le sait très bien pour les pays émergents, c'est comment un pays fait défaut sur sa dette. Et c'est assez simple finalement. Il y a deux méthodes pour faire défaut sur la dette. Soit vous avez des ajustements possibles sur la devise. À ce moment-là, vous avez une dévaluation monétaire d'ampleur. Plus récemment, c'était plutôt la méthode utilisée. On voit très bien que tous les pays émergents qui se sont enfermés dans un PEG ont dû défaire ce PEG à plus ou moins brève échéance. Et finalement, font défaut par la dévaluation extrêmement importante de leur devise. Et puis, il y a une deuxième façon de faire défaut, c'est les défauts réels sur la dette, où en fait, vous faites défaut sur les paiements de coupons ou sur le remboursement du nominal. Et on a craint le pire dans la zone euro, lorsque finalement la dévaluation était impossible pour des pays périphériques comme la Grèce, et où finalement une restructuration de la dette grecque s'imposait. Et bien là, en fait, on est exactement dans ce cas de figure. Donc on a finalement une situation ambivalente où plusieurs pays sont mis à mal dans leur crédibilité de lutte contre l'inflation, d'une part, et d'orthodoxie budgétaire, c'est-à-dire de stabilité budgétaire, j'allais dire, même pas d'orthodoxie, mais de soutenabilité, budgétaire. C'est exactement le cas du Royaume-Uni. Et donc, on a à la fois une dévaluation du sterling, une augmentation des taux de la Banque d'Angleterre pour lutter contre l'inflation, et également, on a eu quelques frémissements du CDS du Royaume-Uni. Alors, pour l'instant, à des niveaux qui sont très très bas par rapport au CDS italien, ce qui montre bien qu'il y a une vraie différence, que le marché... L'assurance, hein. Oui, le absolument. coût de l'assurance contre le risque de défaut, en l'occurrence d'un État souverain britannique ou italien. Voilà, qui contrôle, donc l'État britannique contrôle sa devise, et on l'a vu hier, donc elle a capacité à tout moment d'acheter le gilt et de garantir finalement aux prêteurs le remboursement de la dette. Mais par contre, elle le fait au sacrifice de sa devise. Et donc, c'est exactement ce qui se passe finalement, parce que pour remettre en perspective les mouvements qu'on a depuis le début de l'année, on a une baisse de 20% depuis le début de l'année de la dette du Royaume-Uni à 10 ans. Bon, c'est absolument considérable, ça dépasse l'entendement. Et hier, on a eu 100 points de base de baisse de taux sur le 30 ans à la suite de l'intervention de la Banque d'Angleterre. C'est le genre d'événement, la probabilité de ce genre d'événement est de zéro. Oui. Pour dire les choses grossièrement. Oui. On ne sait pas l'évaluer. Voilà. On ne sait pas l'évaluer. Dans les modèles de risque, et d'ailleurs, ça met des modèles de value at risk en danger, parce que Absolument. c'est le genre d'événement, probabilistiquement parlant, qui est normalement microscopique. Alors, on ne peut pas intégrer dans une stratégie. Hein. Les deux mouvements sont absolument dépassent l'entendement, c'est-à-dire la baisse depuis le début de l'année. Donc, c'est des baisses successives. Et la remontée du gilt à 30 ans hier, sous l'effet de l'intervention de la Banque d'Angleterre. On est sur des mouvements typiques de pays émergents. C'est ça. Mais pas de pays du G7. Alors, Larry Summers, il dit « It's a submerging market ». C'est pas un marché émergent, il dit c'est le Royaume-Uni est devenu le price action de marché, renvoie le message que le Royaume-Uni est vu comme un marché submergé d'une certaine manière. Absolument, et d'ailleurs Larry Summers, il avait tout vu, j'allais dire, depuis finalement ce dernier cycle. Donc ancien économiste, évidemment, et notamment ancien secrétaire américain au Trésor, et chercheur, bien sûr, avec une dimension académique, oui, bien sûr, voilà. Oui, mais qui a été aussi au Trésor aux manettes. Hein. Et finalement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans l'articulation de la politique monétaire américaine, au début, il se prononçait sur les États-Unis. Dans l'articulation de la politique monétaire américaine extrêmement accommodante post-Covid, et
dans le stimulus budgétaire sans précédent mené d'une part par l'administration Trump, Trump d'abord, puis Biden. Oui. Il disait, en fait, les États-Unis vont se confronter à un risque inflationniste majeur. Et la Federal Reserve va être significativement en retard. C'est exactement ce qui s'est passé. Pour remettre en perspective, la Réserve fédérale a remonté ses taux de 300 points de base en 7 mois. Et en regardant finalement les cycles de resserrement, 300 points de base en 7 mois, c'est le plus rapide, c'est le resserrement le plus rapide de l'histoire depuis les débuts des années 80. Et parallèlement, on a eu une hausse du dollar. Alors, la raison pour laquelle on a cette hausse frénétique du dollar, qui est très importante aussi, puisqu'on a 20% contre le yen, je crois même c'est au-delà, c'est 24% contre le yen. Contre le sterling, c'est 15 contre l'euro, c'est 15 contre le yuan chinois également. Absolument, c'est global. Et la raison pour laquelle on a cette hausse du dollar, c'est que finalement, la seule banque centrale dans le monde qui affirme sa crédibilité et qui a changé de braquet pour lutter contre l'inflation, à la fois au niveau des taux, aussi au niveau du bilan de la Fed, qui commence à être réduit, mais aussi, j'allais dire, au niveau de la politique budgétaire. Peut-être pas volontairement, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, Biden a utilisé ses cartouches. On s'approche aussi des élections de mi-terme, et peut-être qu'aux élections de mi-terme, la situation américaine sera paralysée, et donc finalement, on anticipe aujourd'hui même une normalisation budgétaire aux États-Unis. Ouais. Et donc, vous avez les 3 composantes. Monétaire au niveau des taux, monétaire au niveau du bilan et budgétaire, qui expliquent aujourd'hui que le dollar est roi. Moi, je veux bien. Alors, effectivement, et je suis entièrement d'accord avec le constat. Le truc, c'est que l'erreur majeure, à nouveau, vient du stimulus budgétaire américain. Et pour résoudre cette erreur, la Fed fait ce qu'elle fait, 300 points de base de hausse de taux en 7 mois, c'est historique en termes d'intensité de resserrement monétaire. Elle réussit à être la plus crédible au monde aujourd'hui, sauf que cette crédibilité restaurée, elle se fait au détriment du reste du monde. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas la même nature d'inflation que les États-Unis, tous les pays n'ont pas mis le même stimulus budgétaire. Alors c'est facile de dire a posteriori qu'il ne fallait pas le faire. Larry Summers peut se permettre de le dire, pas moi. Mais aujourd'hui, on retrouve des banques centrales qui sont entraînées, aspirées par la Fed dans cette course. Il faut faire du 75 points de base, il faut faire du 100 points de base pour la Riksbank, par exemple. Il faut sans arrêt relever le taux terminal. Enfin, on parle d'un taux terminal en zone euro, alors maintenant ça a rebaissé, mais qui était à 3,25. Jamais de ma vie, j'ai entendu que la croissance potentielle en zone euro, c'était 3,25. Donc, il y a quand même, de ce point de vue-là, quelque chose, alors non coopératif, chacun est légitime et la Fed est très légitime à faire ce qu'elle fait, je ne dis pas l'inverse, mais ça se fait quand même en mode cavalier seul. Alors, c'est toujours un peu facile de rejeter la responsabilité de nos propres erreurs sur les autres. Et je vais justement venir à la zone euro et au Royaume-Uni, et puis peut-être à la situation plus particulière du Japon. Mais Larry Summers, il va plus loin dans son constat. Il a écrit un papier de recherche il y a quelques mois pour dire que la Réserve fédérale devait monter ses taux bien au-delà du taux neutre pour refaire baisser l'inflation, ce qui est assez logique. Oui, c'est ce qui est prévu. Voilà. Donc on imagine bien que le taux neutre, on est imaginé 3, 4. Et bien maintenant, les taux doivent monter à 5, peut-être au-delà, pour pouvoir faire rebaisser l'inflation. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que malgré le resserrement de la Fed, pour l'instant, il n'y a pas encore... Évidemment, il y a des indicateurs de récession, mais il y a peut-être des indicateurs précoces de récession. Mais l'économie américaine, elle est résiliente encore aujourd'hui. Oui. Eh bien, finalement, dans les autres zones, c'est un peu pareil. Donc, premièrement, il y a eu des erreurs de commises. On ne va pas revenir sur l'aspect politique et même, en fait, j'allais dire la surprise qui est due à la guerre en Ukraine et l'agression russe en Ukraine. Mais il y a eu des erreurs de commis sur la politique énergétique. Bien sûr, des erreurs stratégiques majeures. Non, mais il n'y a pas que la Fed et les États-Unis qui font des erreurs. Exactement. Et j'allais dire pas seulement de l'Allemagne, mais aussi de la France. Il faut aussi reconnaître ses propres erreurs. Et donc, dans ce paradigme, en effet,
ce qui est pas tellement surprenant, quand on regarde les années 70, on voit que l'inflation est aussi générale. Ce n'est pas seulement les États-Unis qui, au début, les États-Unis étaient leaders, et aujourd'hui c'est un phénomène global. Donc on est vous l'avez dit, à des inflations nominales autour de 10% en zone euro, mais au Royaume-Uni, certains économistes disent qu'on va aller à 20%. Alors évidemment, ce sera que sur l'écran, mais c'est quand même considérable. C'est des régimes d'inflation qui sont générationnels, que nous tous, nous n'avons jamais vécu dans notre vie, sauf quand nous étions petits et inconscients finalement de ce qui se passait. Donc il faut remonter aux années 80 pour connaître ça. Et d'ailleurs, quand on fait de l'histoire et qu'on regarde ce qui s'était passé au début des années 80, c'était l'ère Volcker au niveau de la Réserve fédérale. Volcker avait monté ses taux de 11 à 20%. Alors évidemment, l'ampleur ne sera pas la même, parce que le point de départ n'est pas le même, et l'économie ne fonctionne pas pareil. Mais ça avait provoqué une hausse frénétique du dollar à l'époque. Et on a finalement ces mêmes ordres de grandeur. On a 20% de hausse du dollar sur un an. On a un effondrement obligataire qui est le plus important de l'histoire, mais aussi dû au point de départ, parce qu'on est parti de taux zéro, qui était complètement déconnecté de la réalité de l'économie nominale, la croissance nominale. Et donc, en effet, en Europe, on est confronté à un problème de crédibilité. Alors, on en a parlé au Royaume-Uni, mais la BCE aussi est confrontée à ce problème de crédibilité. Et pour le formuler, il faut comprendre qu'il y a un dilemme. Soit, en fait, la Banque centrale, elle est crédible pour lutter contre l'inflation, donc ça veut dire elle monte les taux, elle réduit le bilan. Soit la Banque centrale, elle œuvre pour la stabilité financière. Et par exemple, le dilemme en Angleterre, c'est que s'il n'y a pas d'intervention de la Banque d'Angleterre, il y a un effondrement. Il n'y a plus de retraite pour les Britanniques. Il y a des possibilités de faillite des fonds de pension. Bien sûr. Et donc un risque de stabilité financière majeur pour l'économie anglaise. Eh bien, en Europe, c'est un peu différent. Mais vous avez par exemple la dette italienne qui cote avec un spread de 240 points de base, voire même au-delà contre l'Allemagne. C'est plus que la crise financière du Covid, où il y avait eu des interventions. Et donc aujourd'hui, on a le même dilemme en réalité, qui est formulé différemment, mais qui se pose aussi. Donc on voit très bien que la Banque centrale européenne doit soit sacrifier sa légitimité en tant que garante de l'inflation, ou alors sa légitimité en tant que garante de la stabilité financière. Voilà un dilemme cornélien et qui explique en réalité la baisse soutenue de l'euro. Parce que finalement, les marchés ne croient pas à cette crédibilité. Et il n'y a pas d'autre choix que de courir les deux objectifs à la fois aujourd'hui. Oui, et donc ça explique les mouvements de change. Je comprends, cette volatilité. Et j'allais même dire, sur la politique budgétaire, c'est la même chose. En fait, vous avez aujourd'hui des boucliers énergétiques. Ça a été évalué par l'Institut Bruegel. Au Royaume-Uni, vous êtes à 6,5% de coût en pourcentage du PIB. Et dans la zone euro, sur différents pays, vous êtes à 3%. De manière structurelle. 3%, c'est 80 milliards. Donc on voit très bien que les économies de bout de chandelle qu'on a pu faire, c'est 80 milliards d'un coup par an, le bouclier énergétique en France. Mais c'est la même chose dans tous les autres pays de la zone euro. Donc en réalité, voilà le dilemme auquel nous sommes confrontés, c'est que finalement, ce mix de politique budgétaire et de politique monétaire, il ne peut jamais aller dans un seul sens. Il est obligé de poursuivre deux objectifs contradictoires en même temps. Une minute pour conclure sur un aspect de marché qui est pas minime. Les opérateurs qui arrivent à capter le mieux ces tendances et cette volatilité, ce sont les hedge funds. Les hedge funds s'en sortent bien, voire très bien cette année. Vous suivez ça de près, je sais. Alors absolument. Alors c'est un certain type de hedge funds. C'est les hedge funds qu'on appelle les global macro, ou ceux qui capturent des tendances, les CTA. C'est des hedge funds systématiques. Et en effet, ils ne sont pas plantés, là. On a des tendances générationnelles dans les marchés. Ils sont à plus 30% depuis le début de l'année. Donc les CTA systématiques sont à plus 30% depuis le début de l'année. C'est la meilleure performance, encore une fois, générationnelle depuis 20 ans. Et ce n'est pas étonnant. Et ils ne le font pas sur les actions, parce qu'il ne se passe rien sur les bourses. Devises et taux. Voilà. Devises, taux, et dans une certaine mesure, l'énergie sur les matières premières. Le reste, pas grand-chose à se mettre sous la dent.
Merci beaucoup Jean-Jacques. Merci pour cette analyse de marché, encore une fois, dans une ambiance compliquée, chaotique. C'est le retour des fondamentaux, hein, voilà ce que vous disiez effectivement au cours de cet entretien. Jean-Jacques Oana, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha, qui était avec nous en plateau pour cette demi-heure d'émission à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 17h pour un nouveau numéro de Smart Bourse en direct sur Bismart.